quelques commentaires à propos des énoncés de l'exercice de la semaine 23. Donc exercice sur les dénombrements. Alors premièrement, les anagrammes dans les copies que j'ai reçues, ça a plutôt été assez bien réussi. Donc les anagrammes de abracadabra, donc évidemment on se retrouve avec un total de 11 lettres à placer, d'accord. Et si on prend tous les mots de 11 lettres, hein, on trouvera un 26 puissance 11, qu'on verra après, possibilité. Mais si je prends les 26 puissance 11, je ne vais pas tenir compte du fait que mes A sont, par exemple, tous différents. Et donc, quand je vais avoir la situation A1, A2, A3, A4 et A5, quelle que soit la façon que j'ai de les placer, je vais avoir la même chose. D'accord? Et donc, dans les 26 puissance 11, je prends chacun des A1 comme étant différents. Enfin, des A comme étant des différents. Donc, finalement, quel est le nombre de possibilités? Alors, il y a plusieurs façons de le dénombrer, mais on peut regarder les positions des A. Ceci, finalement, nous donne un 5 parmi 11 possibilités. Et chaque position de A va me donner des mots différents suivant la position des autres lettres. D'accord? D'où des mots différents en même nombre. Donc, on va les multiplier en prenant la position des B. Donc, la position des B, j'ai que 2B, mais attention, il me reste combien? 11 moins 5, 6 possibilités, une fois que j'ai posé mes A. Puis, la même chose, je peux prendre la position, par exemple, des R, puisque j'en ai 2, donc à nouveau 2. 2, 4 parmi 2. Il va me rester 2 positions. Et là, il me reste mes 2 autres lettres, C et B. Donc, la position pour C, j'en ai 2. Et la position pour D, j'en ai plus qu'une, puisque c'est la dernière lettre à passer. Donc, la multiplication de tout ceci me donne le nombre de lettres possibles d'anagrammes, de abracadabra. Alors, le deuxième exercice, on va retrouver la même chose. Le nombre de mots de 3 lettres en tout, évidemment, on a un 26 puissance 3. Donc, pour ceux qui ce n'est pas très clair, un mot de 3 lettres, c'est je prends n'importe laquelle des 26 lettres de l'alphabet, puis je mets n'importe laquelle autre lettre des 26 lettres de l'alphabet, puis n'importe laquelle des autres lettres de l'alphabet. Donc j'ai évidemment du AAB en premier, AAA en premier choix, puis AAB, etc. etc. D'accord? Si je demande des lettres différentes, j'ai plus que 26 choix pour la première lettre, 25 en revanche pour la deuxième, et 24 pour la troisième. C'est-à-dire qu'on retrouve un arrangement de A26,3, nombre d'injections. Voilà les deux principaux résultats les plus importants. Les autres, après, c'est comprendre comment on va faire la description contenant une voyelle et tout. Donc ça, je vous invite à aller regarder le corriger. Des erreurs que j'ai vues dans l'exercice 3, d'accord, où on se demande, on a un mot de 9 lettres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on veut savoir combien de mots de 9 lettres contiennent exactement le mot essai. Alors en fait, pour ceci, on va regarder quoi? Il faut qu'on place d'abord essai quelque part. Donc, par exemple, je l'ai posé ici. Et je vais me rendre compte que, en fait, ça veut dire que j'ai posé E en position 3. Excusez-moi, le mot essai que j'ai écrit n'est pas juste. Je le modifie. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a 5 possibilités pour placer ce mot essai, qui revient aux 5 positions du E. Et chacune des positions va me donner un nouveau mot. Ce nouveau mot, c'est quoi? Il faut que je place une lettre ici, 26 choix. 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 Et quelles que soient les lettres que je vais former, ça me fera un nouveau mot. Donc 26 puissance 4. On fait la même chose avec le mot tube. Et on pense qu'on a à peu près le même résultat. Vous êtes nombreux parmi ceux qui m'ont rendu des copies à avoir dit simplement, voilà, on fait la même chose, je place le mot tube, et puis je complète. Donc finalement, j'avais 6 possibilités pour placer le mot tube. Bon, je place le mot A, d'accord, la position extrême étant tube placé ici. Et derrière, un 26 puissance 5.
Alors, le problème, et ce que beaucoup n'ont pas vu, c'est que quand vous faites ça, il y a un mot que vous comptez, enfin plusieurs mots que vous comptez 2 fois, c'est celui où vous complétez ici avec un tube. Par exemple, un tube, celui-là est compté 2 fois. Une fois pour le t en position 2, une fois pour le t en position 6. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse au nombre de situations pour lesquelles on peut avoir ce mot tube qui est répété 2 fois. En fait, on s'aperçoit qu'on a 3 situations possibles. On a tube, trou, tube, ou on a trou, tube, tube, ou on a tube, tube, trou. Et ces 3 situations sont comptées chacune en double, et à chaque fois, on a 26 possibilités pour compléter. Donc il va falloir qu'on retranche 3 fois 26, c'est-à-dire 78 à notre total. De loin, ça ne change pas grand-chose, mais fondamentalement, ça va quand même changer le résultat. Et pour le troisième, ruée, on va voir la même chose, c'est-à-dire qu'on a à nouveau, ruée étant un mot de 4 lettres, ces possibilités-là de retrouver, mais on va avoir une situation de plus qui va pouvoir se produire, parce que ruée commence par R et finit par R. Donc on s'aperçoit que le mot ruée, ruée, avec ce petit chevauchement, apparaît aussi 2 fois. Et il est différent du mot ruée, ruée, avec les 2 R qui se suivent, qu'on avait déjà retiré ici. Donc là, on a 2 possibilités qu'il va falloir compléter. Et combien de positions on a pour placer ce mot de cette lettre? En fait, on en a 3. Position 3, position 2, position 1. Et donc, on va retrouver du 26 fois 26 au carré. Donc, il faudra penser à retirer cette fois ce 3 fois 26 au carré en plus. D'où le résultat proposé. L'exercice 4 et 5, donc, qui sont des grands classiques, que je vais donc vous décrire, on cherche à déterminer le cardinal de l'ensemble des couples AB tels que, dans P de E, tous les deux, tels que, par exemple, A inter B est vide. Pour A union B, l'exercice 5, ça sera égal E, c'est essentiellement la même chose. Alors, plusieurs façons de décrire, certains m'ont donné des solutions très bonnes. Une des façons de procéder qui me semble assez claire, celle que je vous ai proposée dans le corrigé, c'est de dire finalement, je vais prendre l'ensemble des A dans P de E, cet ensemble-là, je vais le décrire, pardon, comme l'ensemble des couples AB dans P de E d'intersection vide et 1. D'accord? Comme ça, je fais bien la somme sur tout le monde, c'est bien le cardinal que je cherche à calculer. Et je vais le décomposer en partitionnant en disant je vais prendre toutes les parties A de E, et puis derrière, je vais prendre la somme sur toutes les parties B de E également, telle que cette fois, je vais mettre simplement la condition A inter B est vide. Donc de 1 toujours. Alors, ceci revient à dire que je ne m'occupe pas de ma première somme, et puis là, je vais trouver une équipotence de ceci en disant que finalement, A inter B est vide. Ça revient à dire que j'ai pris une partie B qui appartient à l'ensemble des parties de E privé de A. D'accord? Alors, ce n'est pas réellement le cas. Ce n'est pas une égalité. J'ai une injection maintenant, enfin, donc une équipotence en fait. Mais j'ai exactement autant de parties de B, de E, pardon, qui ne sont pas dans A, c'est-à-dire qui sont inclus dans E privé de A, que celle-ci. D'accord? De 1. C'est-à-dire que ceci me donne la somme pour toutes les parties A dans E de le cardinal de cet ensemble-là. C'est-à-dire l'ensemble, le cardinal de l'ensemble des parties de E privé de A. Ceci, c'est la somme pour A appartenant à P de E des, je n'oublie pas ce que c'est que le cardinal de l'ensemble des parties d'un élément, c'est 2 puissance le cardinal de E privé de A. Et là, je me rends compte que finalement, ma description ici, j'ai besoin de préciser l'ensemble A, et c'est en fonction de ce final. Donc, je vais obtenir la somme, et c'est là où je vais avoir une nouvelle description, je vais dire de k égale 0 jusqu'à n, n c'est le cardinal de E par défaut, de A une partie à k éléments de E, de mon 2 puissance cardinal de E privé de A. Et l'intérêt, c'est que ce cardinal-là vaut maintenant n-k, qui ne dépend pas de la partie de A dans laquelle j'ai calculé. Donc j'obtiens k égale 0 jusqu'à n
de 2 puissance n-k, je peux le sortir. Et puis ici, il va me rester le cardinal de l'ensemble des parties à k éléments de E, c'est-à-dire la somme de k égale 0 jusqu'à n des k parmi n de puissance n-k. Alors là, je reconnais directement un binôme de Newton. Dans le cours, je me suis amusé à vous mettre un 2, enfin dans le cours, de mettre le 2 puissance n en facteur pour faire apparaître un demi. Bon, on retrouve 1 plus 2 à la puissance n, 3 puissance n. Pour l'exercice 4, ce sera 5, pardon, essentiellement la même chose. Alors, dans l'exercice 6, la définition est la difficulté est de savoir ce qu'est une relation binaire. Alors, une relation binaire sur un ensemble E, j'ai deux façons essentiellement de le voir. D'accord ? Je peux le décrire comme l'ensemble, une partie. Donc, une relation binaire, c'est une partie de E croix E. C'est-à-dire qu'en fait, je décris parmi tous les couples XY, lesquels sont dans R, lesquels ne sont pas dans R. Ça me dit vrai ou faux pour ceci. Donc, j'obtiens n carré éléments, et l'ensemble des parties à n carré éléments, j'obtiens bien mon 2 puissance n carré. Autre façon de faire, qui est celle que j'ai vue que j'ai donnée dans le corrigé, ben, je peux le voir comme une application qui va de E dans un ensemble à deux éléments, composé des assertions vraies ou fausses, true ou false, 0, 1, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque couple, je dis vrai s'ils sont en relation, faux s'ils ne sont pas en relation. Bah, à nouveau, je vais trouver le cardinal qui est l'ensemble des applications de E croix E dans l'ensemble à deux éléments vrai ou faux. Donc c'est le cardinal de puissance n carré. Se pose ensuite la question de la réflexivité et de la symétrie. Je vous laisse regarder le corrigé. C'est simplement mettre des contraintes en plus et réfléchir à ce qu'impose le fait d'être réflexif. C'est-à-dire que réflexif impose que AA, tous les couples AA sont forcément en relation. Alors que symétrique, c'est si AB sont en relation, ça implique que B est en relation avec A. Donc ça nous enlève certaines choses. Vous pouvez représenter tout ça aussi sous une forme de matrice dans laquelle vous remplacez matrice de taille NN aux éléments. Un mot sur l'exercice 7. On cherche l'ensemble des parties de 1N contenant exactement un élément de 1P. Bon, bah, pour décrire une telle partie, on choisit l'élément de 1P, les choix. Et puis derrière, il suffit qu'on rajoute une partie quelconque de P plus 1 N. Et donc là, on prend une partie qui va nous compléter notre singleton X ici. D'accord ? Et cette partie, bah, on a 2 puissance N-P choix. Donc au total, on trouve du P fois 2 puissance N-P. Contenant au moins un élément de 1P, alors on peut le faire ça avec tous ceux qui contiennent au moins 1, au moins 2, au moins 3, et exactement 1, exactement 2, pardon, exactement 3, etc. Beaucoup plus simple. On va prendre toutes les parties de N, et on va retrancher toutes celles qui ne contiennent aucun élément, c'est-à-dire qui ont été prises uniquement dans l'ensemble restant P plus 1 N. Et voilà notre résultat. Qu'on peut mettre en facteur 1 moins 1 sur 2 puissance P, etc., etc. Vous pouvez le mettre en facteur comme vous voulez. Ah oui, pardon, j'ai une erreur sur le corrigé de l'indexation. D'accord. L'exercice 8, suivant, bah, le problème est d'avoir, vous pouvez le prouver par récurrence, vous pouvez le prouver par télescopage. Je vous laisse regarder pour une description telle que je vous ai proposée. Et puis le dernier que je vais corriger, l'exercice 10, c'est aussi assez difficile, c'est le 9, où on va réfléchir aux suites croissantes d'éléments. Donc on veut une suite de n éléments, tous compris entre 1 et n, et on veut que cette suite soit croissante. Non pas strictement croissante, mais simplement croissante. Bon, bah, une façon d'imaginer ceci, qui n'est pas exactement celle que j'ai proposée, mais qui va ressembler, c'est je me donne toutes les valeurs, 1, 2, 3, 4,
5. Alors on va prendre 5 pour simplement écrire les choses, mais vous pouvez le réécrire derrière, d'accord. Et puis je vais coder mes suites en indiquant les différentes valeurs des sauts. Par exemple, je vais mettre SS1, donc je vais en mettre 5, S2, S3, 4, S5. Ben, ceci représente la suite 1, 1. Vous voyez, ce S là veut dire 1, puis le deuxième S, 1 également. Troisième S, c'est 2, puis 3, puis 5. Donc si je prends la suite, donc j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre 2 S ici, 1 S là, et puis 2 S là. Ben, ceci correspond à la suite 2, 2, 3, 4, 4. Alors ça veut dire qu'il suffit de voir combien j'ai de façons d'écrire tous ces codages-là. D'accord? Alors attention, dans la représentation que j'ai donnée ici, vous pouvez noter que le 5, en fait, c'est une bordure de fin. Il ne touche jamais. Donc finalement, j'ai combien d'emplacements? Ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 5. Et donc la question est de répartir mes 5 S parmi 9 places. D'accord? Au total, ça me donnera toujours 2n moins 1 emplacements et je vais chercher à mettre n emplacements. Ou alors, si j'avais représenté 2n et simplement les sauts derrière, j'avais n moins 1 sauts à répartir, ce qui est la même chose.